Bonjour à tous. En fait, je vais passer rapidement avec une courte présentation que je vais faire pour rappeler les travaux qui s'en viennent du côté du REM. Évidemment, aujourd'hui, la présentation, ça va être surtout sur les mesures des solutions en transport collectif. Alors, salut, bonjour. Alors, je vais essentiellement beaucoup laisser la place à l'ARCM pour présenter ces mesures, mais on voulait quand même profiter de la présentation aujourd'hui pour refaire un tour d'horizon avec vous au niveau des travaux du REM. On vous a rencontré l'année passée à quelques reprises, donc je vais revenir sur certains éléments, mais surtout aussi mettre la table sur l'ensemble des étapes qui vont permettre au REM d'être entièrement en service. Donc, au niveau de la progression des travaux, je veux simplement rappeler ce qui est en train d'être construit, c'est vraiment un système de métro léger automatisé. Alors, ce qu'on doit faire avec, entre autres, la ligne de montagne, c'est vraiment une transformation complète de la ligne de montagne. On parle de remplacer un train de banlieue par vraiment un métro léger, donc on remplace les rails, on remplace le système de communication, le système d'alimentation électrique, on modernise le tunnel Montréal. Alors, tout l'axe de la ligne de montagne doit faire l'objet de travaux majeurs. À terme, ce que ça veut dire, ce remplacement-là, ce changement technologique, c'est que pour la ligne de montagne, par exemple, on va pouvoir avoir une capacité de 100 000 déplacements supplémentaires aux heures de pointe pour les gens de montagne. On parle également qu'il y aura 3 connexions avec le métro de Montréal désormais sur la ligne de montagne. Aujourd'hui, les gens arrêtent à la gare centrale. Ils peuvent accéder à la station Bonaventure à partir de la gare centrale. Avec le REM, il va y avoir des accès directs au métro de Montréal, à la ligne bleue, verte et également orange. On refait un accès plus direct entre la gare centrale et la station métro Bonaventure. En termes de temps de parcours, évidemment, tout ça, c'est pour améliorer les temps de parcours. On parle qu'à terme, pour la couronne nord, on va pouvoir aller chercher des gains autour de 20 minutes quotidiennement pour les usagers qui sont de la couronne nord à chaque fois qu'on va emprunter le REM. Donc, évidemment, on ne remplace pas le train-tunnel par un autre système du même type. On transforme vraiment avec un autre paradigme de transport qui est vraiment un mode léger sur rail, un métro léger automatisé. Donc, en termes de gain de temps de parcours, il y a 3 grands éléments qui vont changer dans le quotidien des gens une fois que le REM va être en service, c'est-à-dire qu'il y a une beaucoup plus grande fréquence. Aujourd'hui, le modèle fait en sorte que comme les départs sont environ une demi-heure, les gens souvent arrivent d'avance en gare pour être certains. Si on arrive une minute d'avance, puis on manque le train d'attendre une demi-heure, c'est quand même quelque chose qui peut être long. Alors les gens ont l'habitude d'appeler un peu d'avance. Avec le REM, avec une fréquence aux heures de pointe aux 5 minutes pour les gens de montagne, évidemment, on a moins besoin d'arriver d'avance. Alors on va économiser du temps simplement par l'arrivée en station avec le REM. Au niveau du temps de parcours dans les voitures, même si on ajoute 3 connexions, donc 2 avec le métro et 1 avec la ligne Mascouche, on économise quand même plus ou moins 10 minutes dans le temps de trajet avec le REM. Et en bout de ligne, maintenant, les gens n'auront plus le passage obligé à la gare centrale. Avec le REM, les gens pourront arrêter, par exemple, à McGill. D'ailleurs, nos études d'achandage disent qu'une grande majorité de gens, désormais, vont faire le choix d'arrêter à McGill plutôt que la gare centrale parce que ça les rapproche de leur travail. Alors, à peu près la moitié des gens, là, désormais, vont arrêter à McGill. Donc, on va également économiser du temps, soit parce qu'on n'aura pas à reprendre le métro, soit qu'on n'aura pas à marcher un temps supplémentaire parce qu'on va se rapprocher plus vite du cœur du centre-ville. McGill, la station du REM, elle est en construction tout près d'ici. On va être à 2 minutes de la rue Sainte-Catherine, sur la rue McGill College. Au niveau, pour faire cette transformation-là de la ligne de montagne, on vous l'a dit la première fois qu'on s'est tous rencontrés au printemps l'année dernière, qu'on a fait notre premier briefing technique. C'est un élément essentiel pour nous, c'est qu'on doit arriver à un point où on doit complètement fermer le tunnel du Mont-Royal pour compléter cette transformation-là. Tous les changements que je vous ai énumérés en termes des rails, la ventilation, les systèmes de communication, il faut arriver à un point où on fait une fermeture complète et cette fermeture-là va débuter en 2020. Donc, toute la préparation qu'on va vous présenter, c'est d'arriver à cet horizon-là 2020 où on commence les phases plus importantes. Donc, fermeture du tunnel Montréal, construction de tout le tronçon central. On l'appelle notre tronçon central parce qu'à terme, ce tronçon-là ne sera plus simplement une partie de la ligne de montagne, ça va faire partie d'un réseau plus large qui va desservir, oui, la ligne de montagne, mais également l'ouest de l'île et l'aéroport. Toutes les voitures du REM vont converger sur ce tronçon central. Alors, on parle d'une fréquence sur le tronçon central aux 2 minutes et demie, littéralement comme le métro de Montréal. À partir de la mi-2021, en plus de transformer complètement la ligne de montagne, on doit construire une jonction avec ces antennes-là de l'ouest. C'est-à-dire que oui, on transforme, on change les rails, on change l'alimentation électrique, on refait les fondations, mais également ici, il y a un point de jonction qui est très névralgique. Quand je vous parlais d'une fréquence aux 2 minutes et demie,
c'est-à-dire que les voitures du REM qui vont arriver aux 2 minutes et demie, soit par Deux-Montagnes, par l'ouest de l'île ou par l'aéroport. Alors, il y a une convergence de toutes les voitures du REM qui doit se faire ici. Alors, évidemment, il faut commencer les travaux pour construire cette connexion-là entre Deux-Montagnes, l'ouest et l'aéroport dès la mi-21, à peu près au mois de juillet 2021. Et ça va nécessiter de faire une fermeture entre le gare Sunnybrook et Bois-Franc. Et par la suite, une fois que cette jonction est faite, évidemment, on va pouvoir faire toute la portion nord de Deux-Montagnes. Il faut savoir que, évidemment, si toute cette partie-là n'est pas pleinement opérationnelle, même si les travaux sont complets au niveau de Deux-Montagnes, il n'y a pas de va-et-vient qui peut se faire. Alors, évidemment, comment on progresse, c'est de permettre le tronçon central d'être pleinement opérationnel pour, par la suite, justement, lorsque la ligne de montagne, les travaux sont complétés, que les gens puissent rentrer au centre-ville dans les temps de parcours que je vais énumérer. Donc, c'est à partir de là qu'on va travailler à partir de 2022. Au niveau de l'avancement des travaux, où est-ce qu'on en est rendu? Parce qu'on a quand même avancé depuis l'année dernière. Ça ne change pas. OK. Au niveau du tronçon central, on a commencé un petit peu partout. On a commencé à construire notre futur centre d'opération qui est dans la section nord de la ligne de montagne. On a commencé également à travailler dans le secteur de Canara-Mont-Royal. Dans le secteur Canara-Mont-Royal, on a commencé à faire les fondations des futures stations du REM. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens attendent sur un quai extérieur. On va construire des bâtiments protégés des intempéries. Donc, il faut bâtir des fondations, bâtir des nouveaux bâtiments qui vont être accessibles universellement. Donc, il faut des systèmes d'ascenseurs pour s'assurer vraiment que tout le monde puisse accéder à une station fermée. Ici, il y a une photo de la station Édouard-Montpetit. Vous l'avez vu, la station Édouard-Montpetit, c'est un passage obligé sur la ligne de montagne. C'est une station qui va être désormais accessible et c'est une des stations les plus complexes à construire parce qu'on doit creuser une 70 mètres dans le sol, l'équivalent de 20 étages. Alors, évidemment, c'est une station qu'on a commencé à construire dès le départ pour justement permettre à la station Édouard-Montpetit d'être opérationnelle lorsqu'on va ouvrir la ligne de montagne. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a commencé très rapidement dans ce secteur-là. Sur les 70 mètres à construire, on est rendu à 20 mètres et plus qu'on a creusé dans les derniers mois. Au niveau de la Rive-Sud, on va en parler également. La Rive-Sud, c'est une antenne qui est en pleine construction. Les piliers de l'antenne Rive-Sud sont en train d'être construits et sont bien visibles de l'autoroute 10 si vous êtes passé par là récemment. L'objectif à terme, c'est que le REM puisse traverser, passer au-dessus de l'autoroute 10 et venir dans le terre-plein central de l'autoroute 10 et comme ça, circuler jusqu'au centre-ville de Montréal via le nouveau pont Champlain. Donc, dans le secteur de la Rive-Sud, ça avance également. Dans le secteur de la Rive-Sud, on doit être prêt dès l'année prochaine parce qu'il y a un petit tronçon de la Rive-Sud entre la station terminale et la station du quartier où on va faire déjà, dès 2020, des tests d'essai pour tester le matériel roulant. Alors, déjà 2020, les gens vont pouvoir commencer à voir le REM circuler. Bien entendu, au départ, plus pour faire des tests avant que la clientèle puisse embarquer. Mais donc, pour vous montrer que l'état d'avancement est assez important. Donc, en gros, les grandes phases, pour les résumer, Rive-Sud 2019 à 2021, on va vous le présenter de manière chiffrée, mais il y a des impacts à attendre au niveau de la circulation d'autobus. Simon va vous en parler. On maintient la voie réservée, mais quelques minutes quand même à anticiper au niveau des délais pour une ouverture du REM en 2021. Au niveau de la ligne de montagne, je reviens sur ce que je vous ai dit, mais à partir de janvier 2020, arrêt des trains en Bois-Franc, c'est ce qu'on vous a annoncé depuis plus d'un an. Également, à partir de la mi-21 juillet, arrêt des trains complets pour l'ensemble des travaux. On ouvre à partir de 2022, 6 gares actuelles sur 12 vont être ouvertes dès 2022. C'est-à-dire que la moitié de la ligne de montagne dès 2022 va être opérationnelle parce que la moitié de ces gares-là sont sur le tronçon central du REM. Et les 6 autres stations de la ligne actuelle de montagne vont être ouvertes à partir de la fin 2023 lorsque l'ensemble de l'antenne de montagne sera pleinement opérationnelle. Pour ce qui est de la ligne Mascouche, ça commence également en janvier 2020. Les trains seront arrêtés en cycle. Simon va vraiment faire le tour de toutes les mesures qui sont mises en place dans ce contexte-là, mais pour vous dire que ça arrête à un cycle. Et à partir de 2022, la ligne Mascouche va être connectée au tronçon central du REM, c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle station de correspondance qui va avoir des quais partagés, un peu comme la station Honoré-Beaugrand. C'est-à-dire que les gens vont débarquer de la ligne Mascouche, ils vont traverser un quai partagé, ils vont embarquer dans le REM toutes les 2 minutes et demie pour aller au centre-ville de Montréal, mais ils pourraient aussi arrêter à McGill et à Édouard-Montpetit. Donc ça, c'est à partir de 2022. Maintenant, pour arriver à tout ça, je vais laisser Simon rentrer vraiment dans les détails des fiches. Puis juste petite parenthèse, la présentation, les fiches, tout ça va être en ligne, donc vous allez pouvoir vous y référer. Je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible sans trop escamoter les choses. Question de donner une période de questions qui est assez conséquente. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de matériel tout de même. Bon, d'abord, les défis. On perd la diagonale, la voie d'accès en transport collectif la plus compétitive en termes de temps pour se rendre au centre-ville.
c'est celle qui passe sous le Mont-Royal. Donc, il apparaît un nouvel obstacle, il faut contourner. Également, du côté du métro en pointe AM et PM, on est près d'un point de saturation sur la branche est de la ligne. Donc, éviter le plus possible cette branche-là. Et également, sur le réseau routier, l'état qu'on connaît, donc avec les aléas de la congestion possible. Donc, ce sont les 4 grands défis de cette grande situation-là. Et la RTM a fait la coordination, en fait, du travail de tous les partenaires qui sont impliqués dans cette annonce et dans le développement de cette stratégie d'atténuation. Donc, j'aimerais attirer d'abord votre attention. 2018, ça a été l'occasion d'établir la stratégie de référence. C'est-à-dire, par quels grands axes on va se déplacer, quels sont nos moyens, comment est-ce qu'on peut véhiculer, s'assurer qu'on a vraiment un tout cohérent au niveau de la stratégie, au niveau des principes de base d'intervention. Et pour développer cette stratégie-là, tous les opérateurs étaient autour de la table comme membres actifs. Donc, conception de la stratégie en 2019, c'est un peu pour faire la différence entre les deux. 2019, on est dans le réseau fin. Ce sera 10 millions de déplacements par année qui vont se produire dans ce réseau d'atténuation-là. Donc, c'est presque l'équivalent, en fait, ou même plus que certaines sociétés de transport ailleurs au Québec. Donc, c'est un raffinement très, très fin. Donc, pour savoir à quel coin de rue je vais attendre mon autobus, quel sera son numéro, à quelle fréquence il va passer, quels sont les horaires, eh bien, il faut s'assurer que tout ça est bien attaché, et surtout bien attaché au niveau des réseaux locaux. On va y revenir. Donc, ces défis-là, en fait, c'est véritablement une mobilisation sans précédent d'acteurs métropolitains, des acteurs qui sont, oui, en transport collectif, mais aussi au niveau des élus municipaux, au niveau des élus provinciaux, des gens de la société civile aussi, qui ont été appelés à réfléchir dans le forum d'innovation qui a été présenté, qui a été tenu, en fait, le 5 décembre dernier. Donc, on va passer au travers de ces grands groupes de collaboration-là pour retenir certains éléments. D'abord, bon, au niveau autoroutier MPB, on le sait, lorsque on doit circuler sur le réseau routier pour fidéliser les temps de parcours, une des options incontournables et les plus intéressantes, c'est vraiment de travailler en mesure préférentielle pour bus. Mesure préférentielle pour bus, vous allez l'entendre quelques fois dans la présentation. Donc oui, ça fait partie là-dedans. On retrouve des voies réservées, on retrouve de l'accotement, on retrouve des feux prioritaires. Donc c'est le terme un peu que vous allez retrouver là-dedans à la fin de la présentation ici et dans les fiches techniques. Donc, travail très intense avec le MTQ, avec l'ensemble des partenaires également, pour évaluer des axes où on pouvait évaluer la possibilité d'établir des mesures préférentielles et également concertation des partenaires, coordination des chantiers. On ne va pas prendre les usagers d'un chantier pour les amener dans un autre. Donc, il faut également tout attacher ça. Groupe de travail avec l'usager. Donc, avec Trajectoire Québec, l'ensemble des partenaires ont tenu des rencontres qui ont évolué tout au cours de la fin de l'année 2018 avec un groupe d'usagers. L'idée était de recevoir un peu leurs attentes, d'avoir également, puisqu'on est en experts aussi, d'avoir un coup d'œil extérieur. Donc, ils ont proposé des solutions qui sont à l'étude et qui sont regardées du côté du plan de travail 2019 dans le raffinement fin. Mais retenons les 3 points, donc avoir un service prévisible, fiable, le plus court possible, donc être compétitif à la voiture et finalement le moins de changements possible dans toutes ces phases-là. Un bureau de pilotage également sur la couronne nord de Laval. Donc on sait que, vous l'avez vu, l'antenne nord, l'antenne de montagne va se développer jusqu'à la fin de 2023. Donc c'est véritablement un secteur qui est impacté sur la durée. Donc il y a un bureau de pilotage qui va regarder les planifications de mesures d'atténuation, les suivis des réalisations et du déploiement, mais également aussi une intervention fine avec les communications au niveau de la population locale. Les municipalités étaient très importantes si on est intervenu sur le réseau supérieur avec des voies, avec des mesures préférentielles. Il fallait également s'assurer que le travail est bien attaché au niveau des réseaux locaux. Donc, des rencontres sectorielles qui ont été établies avec l'ensemble des secteurs que vous allez voir de l'île de Montréal et de la Couronne-Nord ont été tenues. S'assurer que les équipes techniques et les élus travaillent tous ensemble pour qu'on puisse coordonner non seulement des mesures préférentielles, mais aussi la séquence de travaux qui peut déjà avoir été prévue dans ces secteurs-là. Donc,
Éviter les secteurs résidentiels, utiliser la force du réseau local, ajout de liens privilégiés, donc des nouvelles navettes pour optimiser les correspondances, maximiser l'utilisation des MPP. Et donc, au niveau hors transport collectif, les analyses de mesures complémentaires en covoiturage pour le rendre plus attractif et également des initiatives auprès des grands employeurs. Donc, on sait qu'il y a une possibilité d'intervention là. C'est des choses qui sont ressorties, entre autres, du Forum d'innovation du 5 décembre. C'est des éléments qui sont toujours en chantier pour 2019, mais qui avancent très bien au moment où on se fait. 4 grands piliers. Vous allez voir que dans ces grands piliers-là, plusieurs piliers qui nous permettent peut-être de nous soustrayer aux aléas du réseau routier en période de pointe. Je pense entre autres au réseau de navettes ferroviaires qu'on maintient sur la ligne de montagne, leurs mesures préférentielles pour bus et à l'utilisation du métro en priorisant la branche ouest de la ligne orange. Secteur par secteur. On a divisé en fait la carte en 16 grands secteurs en fonction de la réalité du vécu des usagers dans cette période de transition-là. Et donc, on a 4 grands secteurs qui vivront une étape jusqu'en 2022. En fait, Rive-Sud, ce sera même beaucoup plus court que ça. Et dans le cas de Redboro-Pierrefonds et de Montagne-Laval, on va voir qu'il y aura deux périodes de transition. Donc, secteur Rive-Sud, 2019 à 2021. Donc, maintien des voies réservées en direction de Montréal et sur le pont Champlain, donc le nouveau pont Champlain également, il y aura des voies réservées maintenues sur le nouveau pont Champlain. Au niveau des temps de parcours, la référence de base 2018, donc avant même qu'il y ait une phase qui modifie les services sur la ligne, on s'est référé au temps préalable aux interventions du chantier REM. Donc 2018, 2019, en direction vers le centre-ville, donc on a des variations de temps de parcours là, qui sont pratiquement nulles. Donc, bonne nouvelle pour les usagers de la Rive-Sud. Par contre, au retour à la maison le soir, donc retour sur la Rive-Sud, on a des variations de 2 à 6 minutes et de 6 à 10 minutes, selon si on se dirige à Panama ou à Chevelure. Au niveau des secteurs Mont-Royal-Canara, donc renforcement du réseau local, d'une part, mais également établissement de liens privilégiés avec des voies réservées à l'étude, dans le cas ici, et donc rabattement sur soit la ligne bleue ou la ligne orange. Ce qui nous donne, par rapport à 2018, des variations de temps de parcours de 20 à 25 minutes. Côte-Vertu, donc on continue à monter vers le nord. Bonification du réseau local également, avec un lien privilégié entre le terminus Bois-Franc, parce que Bois-Franc sera la fin du service commercial sur les navettes ferroviaires et transportement, donc correspondance en autobus vers la station Côte-Vertu. Variation de temps de parcours de l'ordre de 20 à 25 minutes. Les variations sont c'est difficile à établir. On a une diversité de réalités sur un territoire. Il y a des gens qui sont déjà très près d'un réseau existant. On a préféré donner des évaluations qui correspondaient finalement aux situations qui étaient probablement les plus complexes dans ce territoire-là. Donc, question de bien présenter les variations de temps de parcours. Notre présentation aujourd'hui, c'est est-ce que je vais pouvoir utiliser le transport collectif pour me rendre au travail, à l'école? Si oui, par quel moyen? Et comment est-ce que je peux évaluer la variation de mes temps de parcours? Tout est là pour permettre aux usagers et aux citoyens de prendre des décisions éclairées. Secteur Mascouche, maintien des navettes ferroviaires entre Huntsic et Mascouche. Donc, on sait déjà que 15% des utilisateurs de cette ligne-là se déplacent dans cet axe-là, entre ces deux stations, Huntsic et Mascouche. Donc, pas d'impact pour eux. D'autre part, les gens qui voudront continuer à se rendre au centre-ville, il y aura dans le secteur local, pardon, Montréal-Est, donc renforcement du réseau pour attirer les gens le plus possible vers la ligne verte, donc à la station Radisson, avec renforcement de la fréquence à l'étude au niveau de la ligne verte. À noter qu'il y aura une possibilité
de correspondance par voie piétonnière à sauver, correspondance qui sera toutefois pénalisante puisqu'on a un déplacement à faire de 5 à 7 minutes. Il faut dire que tout le train doit se vider à ce moment-là, le quai est assez étroit et l'éticule de la station sauvée n'est pas prévu pour accueillir une charge d'usagers qui est très, très élevée. Donc, une correspondance là qui, oui, est possible sur la branche Est, mais qui risque d'être pénalisante pour certains usagers. Mascouche, donc dans la Grande Couronne pour les gares Mascouche, Terrebonne et Repentigny, donc soit renforcement de liens qui existaient, je ne sais pas dans le cas de Repentigny, mais donc création de navettes de bus en voie avec utilisation de MPB, donc mesure préférentielle, pour arriver à la station Radisson et donc être acheminé rapidement vers le centre-ville. Au niveau des variations de temps de parcours, donc on peut s'attendre à des variations de l'ordre de 10 à 15 minutes par rapport au temps de 2018 pour ce secteur. Le secteur Roxborough-Sunnybrook, on arrive dans les secteurs à 2 étapes. Donc, première étape, 2020 à mi-2021. Donc, 3 options qui vont pouvoir s'offrir aux usagers de ce secteur-là. D'une part, les navettes ferroviaires qui vont se rendre au terminus Bois-Franc, correspondance en autobus avec MPB, et l'utilisation du métro à partir de Côte-Vertu. Également, à l'étude, donc des liens privilégiés avec mesures préférentielles qui sont à l'étude pour acheminer les gens le plus près possible de leur domicile, mais de les acheminer directement à Côte-Vertu, donc éviter également la correspondance, renforcement sur le réseau local et possibilité d'utiliser également la ligne Vaudreuil-Hudson en soulignant Pointe-Claire où il y a une capacité au niveau stationnement, il y a une capacité au niveau de la charge à bord. Dans un deuxième temps, à partir de mi-2021, les navettes ferroviaires cessent. Donc, 2 options demeurent, la navette en autobus et directement à Côte-Vertu. Et éventuellement, donc, à partir de l'entrée en fonction du REM en 2022, le REM vient s'ajouter aux solutions. Donc, également aussi une deuxième option qui vient s'ajouter pour se rendre au centre-ville et également la voie ferrée au sud. Donc, variation de temps de parcours de l'ordre de 25 à 30 minutes dans les deux, pour les 2 options. Donc, ce n'est pas cumulatif. Chacune des phases représente en elle-même une variation de 25 à 30 minutes. Secteur de Montagne-Laval. Donc, les navettes ferroviaires sont maintenues pour les 4 gares du secteur de Montagne-Grand-Moulin, Sainte-Dorothée et Île-Vigra. Se rendre au terminus Bois-Franc, correspondance avec navette de bus et mesures préférentielles pour arriver à Côte-Vertu et cheminer vers le centre-ville. Et dans une deuxième étape, donc avec la fin des voies réservées, on tombe donc avec les navettes de bus sur le réseau supérieur en autre partie, mais également sur le réseau local en origine et en destination. Donc, 2 moments à retenir de ce côté-là. Donc, première étape, mi-2021. Donc, dès 2021, en fait, il y aura des navettes qui seront disponibles pour se rendre donc, à la fois du côté Grand Moulin de Montagne, au travers du réseau du service qui sera exploité par Exo, pour se rendre à Côte-Vertu, et du côté du territoire de la STL et en aval, donc utilisation de ces côtés-là vers Côte-Vertu également. Dans un deuxième temps, donc à partir de l'entrée en fonction du REM en 2022, il y a également des options de parcours qui permettent aussi d'envisager une utilisation, donc un trajet au travers de la 15 pour arriver à Duruisseau, qui à ce moment-là sera l'entrée du réseau qui se rend au centre-ville. À noter également la proximité pour les gens du bassin, principalement au nord, donc près du bassin d'utilisateurs qui pourront envisager une certaine capacité à bord là, au niveau de la ligne Saint-Germain. Donc, des variations de temps de parcours de l'ordre de 35 à 40 minutes pour chacune de ces phases-là. Donc, au total, en 2020 jusqu'à mi-2021, comme en mi-2021 jusqu'à 2023, on parle donc
les estimations, les estimations aussi au niveau, ils sont en train de se faire affiner. En fait, on est sur un réseau supérieur où on n'a pas l'emprise au niveau des mesures préférentielles en ce moment. Donc, on est à travailler à raffiner ces estimations-là. Par contre, pour les premiers 18 mois, on a des évaluations dans le parcours de l'ordre de 35 à 40 minutes. Dans tous les cas, avec les navettes d'autobus, on est confiant que le déplacement sera aussi sera avantageux par rapport à la voiture. Donc, un petit résumé des grandes étapes, l'arrivée du REM en début 2022 et finalement l'entrée en fonction complète en 2023. Comme au niveau des communications, donc dès ce printemps, en fait, dès l'annonce, on va utiliser principalement des canaux qui sont connus par les usagers au travers des OPTC, donc des communications qui se font dans un premier temps au niveau numérique, ensuite affichage en gare, intervention sur les quais. Également, une boîte à outils de communication est développée pour les responsables des communications citoyens dans l'ensemble des municipalités, des villes et des arrondissements qui sont affectés par le chantier. Donc, rentrée scolaire, c'est à ce moment-là que la présentation des mesures détaillées pour chacun des secteurs va se faire. On parle des horaires, les arrêts, où est-ce que je vais prendre mon bus et quand est-ce qu'il va partir, la fréquence. Même chose pour les navettes ferroviaires. Donc, à l'automne, un accompagnement terrain qui va se faire très ciblé avec les usagers pour les accompagner jusqu'à la transition en janvier 2020. Au travers de tout ça, des campagnes d'information sous l'égide de Mobilité Montréal qui vont se mettre en branle et qui vont se maintenir durant toute la période. L'utilisation de l'application Chrono. Donc, rapidement aussi au niveau de Chrono, au niveau des données en temps réel. Donc, au niveau des bus, par exemple, les entrées de données vont être affinées tout au cours de l'année pour arriver à un janvier 2020 où on aura une synchronisation et une plateforme web sous le chapeau Mobilité Montréal où toutes les solutions en fait vont se retrouver et les usagers pourront avoir accès à l'ensemble des ressources. Les prochaines étapes, poursuite de l'analyse des mesures tarifaires à mettre en place durant les phases à venir et suivi des mesures. Donc, on a plusieurs chantiers de collaboration qui sont en cours, tant avec les municipalités qu'avec les partenaires. Donc, des stationnements incitatifs, synchronisation des services qui va être très important, aménagement temporaire pour accueillir des nouveaux services d'autobus, l'amélioration des correspondances, des mesures préférentielles pour bus, avec les coordinations des chantiers municipaux et des arrondissements là, pour la mise en place de ces mesures-là. Et également, au niveau du réseau existant, on a parlé de la branche Est, mais c'est une réalité pour l'ensemble des usagers du TC. C'est une préoccupation que de s'assurer que l'impact indirect ne se répercute pas sur les usagers. Donc, il y a plusieurs de ces interventions qui ne seront pas des mesures d'atténuation pour les gens impactés de la ligne de montagne, mais qui s'assurent à ce qu'on soulage le plus possible les services existants pour pas que ces usagers-là vivent les contre-coups. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Nous allons maintenant débuter la conférence de presse. Mon nom est Martin Girard, porte-parole du ministère des Transports. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui pour cette annonce sur des mesures de mitigation du REM. Je vous présente des personnes qui s'adresseront à vous aujourd'hui. Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Madame Sylvie Dameau, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides. Monsieur Paul Côté, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Et Monsieur Harold Chétilian, directeur exécutif des affaires corporatives et du développement CDPQ Infra. Une période de questions suivra les allocutions. Sans plus tarder, je cède la parole à la ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau. Alors, bonjour à vous tous, à vous toutes. C'est un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette annonce tant attendue. J'aimerais d'abord saluer ma collègue Sylvie Damour, ministre
responsable des affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides. Monsieur Paul Côté, le directeur général de l'Autorité régionale des transports métropolitains. Monsieur Harout Chétilian, qui est le directeur exécutif des affaires corporatives et du développement du CDPQ Infra, ainsi que M. Craig Sauvé, qui est avec nous de la ville de Montréal, M. Guillaume Tremblay, qui est le maire de Mascouche, Mme Chantal Deschamps, qui est la mairesse de Repentigny. Alors, bienvenue et merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous, ainsi que les directeurs généraux et présidents des sociétés de transport. Alors, tel que promis, nous annonçons aujourd'hui les mesures d'atténuation reliées à la construction du réseau express métropolitain. D'abord, sachez, et vous le savez, que le REM est le plus gros projet de transport collectif des 50 dernières années au Québec. C'est un projet qui est estimé à 6,3 milliards de dollars. Avec le REM, la région métropolitaine de Montréal entrera dans une nouvelle ère en matière de transport collectif et de mobilité durable. C'est un projet très ambitieux et novateur qui représente un levier de développement majeur qui renforcera la position de Montréal en tant que métropole internationale. Avec son réseau de 67 km et de 26 stations reliant la rive sud, le centre-ville de Montréal, la rive nord, l'ouest de l'île et l'aéroport international de Montréal, il était convenu qu'un tel chantier aurait d'importantes répercussions sur les différents réseaux de transport de la région métropolitaine. Notre défi maintenant est de mettre en place une série de mesures qui atténueront ces impacts. On répond ici aux attentes de la population et des élus qui attendaient l'annonce de ces mesures depuis un certain temps. Et pour rappel, voici à quoi on doit s'attendre. Dans un premier temps, dès 2020, avec la fermeture du tunnel Mont-Royal, les trains de banlieue en provenance de Deux-Montagnes s'arrêteront à la station Bois-Franc, tandis que ceux de la ligne Mascouche termineront leur parcours à la gare Huntsic. Dans un deuxième temps, il y aura un arrêt complet du service sur la ligne Deux-Montagnes à l'été 2021. Ces coupures de service appréhendées entraînent beaucoup d'inquiétudes de la part des citoyennes et citoyens quant à leur déplacement, mais aussi des conséquences sur leur vie professionnelle, scolaire et familiale. Et ces préoccupations, je les fais miennes, je les partage entièrement. Je sais ce que ça veut dire pour ces familles, par exemple, d'ajuster leur horaire de travail pour respecter les heures de fermeture de la garderie ou d'arriver à temps à la maison pour accueillir les enfants qui rentrent de l'école. Tous ces enjeux logistiques sont au cœur de mes actions depuis mon arrivée en poste. These anticipated service disruptions raise many concerns in the population about their commutes, as well as the consequences on their life at work, at school, and with their families. I fully share these concerns. I understand what this means for families to have to adjust their work schedule based on the daycare closing time, for example, or to be there on time when their children come back from school. All these logistical issues has been at the very heart of my actions since taking office. Et c'est pourquoi j'ai demandé que tous les partenaires collaborent ensemble afin d'élaborer des mesures d'atténuation permettant de limiter les impacts des travaux et d'inciter les utilisateurs touchés à continuer à utiliser le transport en commun. Et n'oublions pas que ce passage obligé se conclura par l'inauguration d'un beau projet. Un beau projet qui nous rendra fiers et facilitera nos déplacements et ceux de nos enfants grâce à une technologie moderne et efficace. Notre priorité est également que les mesures soient prêtes à temps lorsque les différentes étapes de réalisation du REM entraîneront des diminutions de services jusqu'à l'arrêt complet de la ligne de train Deux-Montagnes à l'été 2021.
Je tiens à souligner le travail acharné des élus municipaux, des sociétés de transport et d'Exo, à s'assurer que les mesures qui seront mises en place soient à la hauteur des bouleversements engendrés par ces travaux. Un bureau de pilotage des mesures d'atténuation du REM a d'ailleurs été mis en place à la demande des élus et est déjà au travail afin qu'ils puissent contribuer activement à la planification, à la réalisation et surtout aux communications tout au long du chantier de construction du REM. Et je tiens à les remercier très sincèrement de leur engagement et de leur confiance, parce que leur rôle de communication avec la population est pour nous absolument essentiel. Pour déterminer et coordonner les mesures à mettre en place, un comité formé des représentants du REM, de l'Autorité régionale de transport métropolitain, en collaboration avec les sociétés de transport de Laval et de Montréal, du réseau de transport de Longueuil, d'Exo et du ministère des Transports, a été mis sur pied afin d'analyser les mesures à développer et à prioriser. Un groupe de travail avec les usagers des lignes concernées et l'organisme Trajectoire Québec, dont je salue le président, M. François Pépin, a permis de bien identifier les préoccupations des usagers et de prendre en considération leurs attentes, dont celle d'avoir le moins de correspondances et de changements d'itinéraire possible au fil de l'évolution du chantier et que l'allongement de temps de parcours soit des plus raisonnables. Les constats et propositions qui ont émané de ces rencontres ont été prises en compte par le ministère et ses partenaires. Ils ont ensuite travaillé d'arrache-pied afin de proposer une solution optimale pour limiter les impacts des travaux du REM sur les différentes clientèles. Et aujourd'hui, je vous annonce que le gouvernement et le REM investiront 192 millions de dollars pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation du REM. Today I announce that $192 million will be invested to implement mitigation measures. L'orientation qui a été retenue pour que ces solutions soient efficaces a été de privilégier le rabattement des autobus vers la station de métro Radisson pour les usagers de la ligne Mascouche ou la station Côte-Vertu pour les usagers de la ligne de Montagne. Pour ce faire, un service de bus haute fréquence partant des différentes gares de ces deux lignes et circulant dans des corridors dédiés sera mis en place. De nouveaux autobus seront achetés et des chauffeurs embauchés pour répondre à ces services additionnels. Différentes solutions seront implantées afin d'optimiser les temps de parcours des navettes d'autobus. Par exemple, la construction d'infrastructures temporaires ou permanentes, telles que des terminus d'autobus, des stationnements incitatifs et des voies réservées aux autobus sur les autoroutes 13, 15, 25 et 640. Nous avons fait le choix d'amener les usagers de la ligne de montagne vers le métro Côte-Vertu plutôt qu'au métro Montmorency. Nous voulons éviter de charger davantage cette branche de la ligne orange qui est particulièrement achalandée aux heures de pointe. Je tiens à préciser que la branche ouest de la ligne orange a la capacité de service qui permet d'accueillir ces déplacements. Nous avons aussi prévu une bonification du service de métro, ainsi que des départs additionnels sur certaines lignes d'autobus et de trains de banlieue, là où la demande sera en hausse. Les stratégies d'atténuation prévues comprennent également des mesures tarifaires qui permettront de soutenir le déploiement des services de transport collectif. Nous sommes à finaliser la formule qui sera adoptée, mais les usagers qui subissent une diminution de service en raison des travaux du REM verront la grille tarifaire ajustée en conséquence pendant cette période. Nous avons aussi lancé une invitation aux employeurs qui ont la capacité de contribuer à cet effort collectif, de mettre en place des mesures permettant davantage de flexibilité aux horaires de leurs employés en autorisant par exemple le télétravail ou encore en favorisant le covoiturage. D'importants efforts seront également consacrés pour communiquer efficacement l'information aux citoyennes et aux citoyens.
Et c'est sous l'égide de Mobilité Montréal que tous les partenaires seront regroupés afin que l'information soit facilement accessible. Nous sommes conscients que les solutions retenues ne régleront pas tous les problèmes et qu'au fil des années, certaines modifications pourront et devront être apportées. C'est un chantier de transport collectif complexe, du jamais vu depuis la construction du métro il y a 50 ans. Les solutions retenues incluront des temps de parcours allongés pour des milliers d'usagers des transports collectifs et nous sommes très conscients qu'ils auront à faire des concessions. Mais ce sont les solutions que nous croyons optimales pour la mobilité dans la région métropolitaine dans ce contexte exceptionnel de travaux. Le REM va sans contredit bonifier considérablement l'offre de services de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. Ce réseau et les autres initiatives qui seront adoptées dans le plan stratégique de développement de la RTM feront en sorte qu'à terme, la région métropolitaine sera un exemple en matière de transport collectif. Alors que nous entrons dans une importante phase de réalisation, nous devons apprendre à optimiser les mesures d'atténuation afin d'offrir aux usagers des alternatives qui demeurent compétitives à l'automobile. Il reste encore du travail à faire. Une analyse plus fine et de la planification plus détaillée quant aux trajets et aux horaires notamment. Ces mesures détaillées seront sujettes à des consultations au niveau local, en collaboration avec les élus municipaux des secteurs concernés. L'ensemble des partenaires s'y activent afin de revenir avant la rentrée des classes avec le portrait global et détaillé de ces mesures. Alors, je tiens à vous assurer que votre gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, est engagé à tout mettre en œuvre pour répondre aux préoccupations des citoyens et s'assurera d'un déploiement de ces mesures dans les meilleurs délais. Nous demeurerons évidemment à l'écoute des commentaires et suggestions tout au long des prochains mois et des prochaines années. Je vous remercie infiniment. J'aimerais faire mes salutations à tous les gens que ma collègue a nommés pour être plus brève. J'aimerais aussi saluer les équipes des médias qui sont ici. Donc, je tiens à remercier ma collègue, la ministre Chantal Rouleau, pour son invitation à l'annonce d'aujourd'hui. À titre de ministre responsable de la région des Laurentides, j'ai porté un œil attentif à l'évolution de ce dossier, particulièrement à la situation peu évidente que vivent et vivront les gens de Deux-Montagnes. Bien que l'objectif du REM soit de développer un système de transport collectif qui, à terme, sera bénéfique pour l'ensemble de la région métropolitaine, il était essentiel pour moi de m'assurer que les usagers des lignes de Deux-Montagnes puissent bénéficier des meilleures mesures d'atténuation possibles. Il s'agit en effet d'un enjeu crucial, car on sait pertinemment que les enjeux de mobilité figurent parmi les priorités des familles québécoises et représentent une préoccupation constante pour les entreprises. L'ensemble des intervenants impliqués dans l'annonce d'aujourd'hui ont pris le temps de consulter les citoyens et les partenaires sur les solutions qui devaient être mises de l'avant. Comme le mentionnait ma collègue, les mesures d'atténuation annoncées aujourd'hui induiront des temps de parcours allongés pour des milliers d'usagers des transports collectifs et plusieurs auront malheureusement à faire des concessions. Mais ce sont, dans ce contexte exceptionnel, des solutions optimales pour assurer la mobilité dans la région métropolitaine, notamment pour les gens de Deux-Montagnes et de Mascouche. En terminant, je tiens d'une part à souligner le travail de collaboration qui a été effectué par la RTM, le REM, le ministère des Transports, ainsi que l'ensemble des sociétés de transport concernées par le projet. D'autre part, je tiens à assurer la population de la région des Laurentides et de la Naudière, et plus particulièrement celle de Deux-Montagnes, que mon collègue, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette,
et mon collègue Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre responsable de la Naudière, et moi-même, partageons les préoccupations et que nous continuerons à suivre le dossier de près. Merci. Bonjour tout le monde. En débutant, j'aimerais remercier Mme Rouleau, la ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, pour son intervention aujourd'hui. Je veux souligner que le travail avec le MTQ ces dernières semaines particulièrement a été exemplaire. J'aimerais également souligner la présence de plusieurs maires et représentants des organismes publics de transport collectif, les collègues qui sont ici, ainsi que des représentants du bureau du REM et de CDPQ Infra. Nous avons aussi avec nous M. François Pépin, qui est juste là, président de Trajectoire Québec. Trajectoire Québec est un organisme reconnu pour la rigueur, la pertinence de ses interventions dans la promotion des droits des citoyens en matière de transport collectif. Merci d'être ici, François. Vous le savez, le REM transformera la façon dont les gens se déplacent dans la région. Trajet rapide, fréquent, connecté au métro, du service 20 heures par jour, et j'en passe. D'ici son arrivée, on sait aussi qu'il y aura une période de transition difficile pour les usagers des lignes de train de Deux-Montagnes et de Mascouche. Leur quotidien sera bouleversé et est bouleversé actuellement. Et les gens sont inquiets et croyez-moi, on les comprend. C'est pourquoi nous avons été très actifs dans le dossier. Dès le printemps 2018, lors de la confirmation du phasage du chantier du REM, la RTM a rassemblé l'expertise et les efforts des partenaires de la mobilité pour la mise en place de solutions concrètes. Le ministère des Transports, le bureau du REM, les exploitants, tous se sont rassemblés dans une gouvernance efficace qui a permis d'identifier des solutions pour la population touchée, tant au niveau stratégique que tactique. Comme ils ont un lien de proximité important avec les citoyens, nous avons aussi fréquemment rencontré les représentants des municipalités. Il est primordial pour nous de les informer, de les impliquer dans l'avancement des travaux. La collaboration des municipalités a été cruciale dans les dernières semaines. Notre objectif, c'est de maintenir les liens de transport collectif vers le centre-ville de Montréal, même durant les travaux du REM et la fermeture du tunnel, mais aussi maintenir des services efficaces dans l'axe A10 pour les usagers de la Rive-Sud de Montréal. Il n'y a pas que les partenaires de la mobilité qui se sont mobilisés pour trouver des solutions. Les citoyens, les représentants de la société civile, les grands employeurs aussi sont de la partie. D'ailleurs, un comité citoyen s'est rassemblé pour alimenter la discussion. Nous sommes heureux d'avoir pu compter sur leur rapport et leur engagement. Bref, tous font partie de la solution. Il s'agit d'un bel exemple de cohésion régionale. C'est aussi un bel exemple de collaboration entre les experts en mobilité et les citoyens. La RTM a été proactive et a pleinement joué son rôle, le planificateur de la mobilité métropolitaine dans ce dossier. Le REM, comme Mme la ministre le disait, est le plus important chantier de transport collectif des 50 dernières années. Sa construction nécessite une période de transition obligatoire. La stratégie présentée aujourd'hui permettra d'assurer la mobilité des usagers qui sont impactés, qui effectuent près de 10 millions de déplacements par année en transport collectif, et ce, jusqu'à la mise en opération du REM. Durant cette période, vous pouvez compter sur nous pour rassembler les forces vives du milieu du transport collectif. Trouver des solutions concertées pour les citoyens de la région est notre priorité numéro 1. Je vous remercie de notre attention et j'invite mon collègue Arout Chitilian à dire quelques mots. Madame la ministre Rouleau, Madame la ministre Damour, Monsieur Sauvé, Madame la mairesse Deschamps, Monsieur le maire Tremblay, distingués invités, Monsieur Côté, le 22 avril 2016, nous avons annoncé ensemble un projet d'envergure de transport collectif. Un projet fédérateur qui transformera la façon de se déplacer à travers la métropole du Québec, ses couronnes nord et sud. Le REM offrira à terme
un service rapide, fiable, fréquent pour des milliers d'usagers avec la construction de 26 nouvelles stations à travers la région métropolitaine. Pour la ligne de Deux-Montagnes, c'est une capacité accrue de plus de 100 000 déplacements aux heures de pointe. C'est 3 nouvelles connexions, plus directes avec le métro de Montréal. Ce sont des gains de temps significatifs, avec près de 20 minutes épargnées à chaque jour pour les usagers de la Couronne Nord. C'est un réseau de transport moderne, fiable, digne du 21e siècle. Pour la Rive-Sud, c'est l'intégration d'un réseau structurant pour remplacer une voie réservée d'autobus mise en place en 1978. C'est l'arrivée d'un réseau intégré qui permettra aux 450 autobus qui traversent le pont de se redéployer. C'est l'ajout d'une véritable ligne de métro à la municipalité de Brossard. Pour l'ouest de l'île, c'est la consécration tant attendue d'un réseau de transport performant. C'est une offre de transport intégrée pour un secteur où trop souvent l'auto solo est l'alternative choisie. C'est une liaison avec des pôles d'emploi, des industries importants. Pour le cœur de la métropole, c'est un changement complet de paradigme et de réalité pour des milliers d'usagers qui traversent désormais la montagne en seulement 3 minutes. C'est la liaison à la hanche de 2 pôles universitaires de renom, aujourd'hui séparés par le Mont-Royal. C'est une nouvelle connexion directe, en ligne droite, vers les lignes bleues, vertes, oranges, surtout par passant l'hypercentre de la métropole qui est l'avenue McGill College. Et finalement, pour l'ensemble du Grand Montréal, c'est une nouvelle liaison directe, rapide et efficace avec l'aéroport Montréal-Trudeau, une liaison tant attendue. En lançant le projet en 2016, nous avons la volonté ferme de transformer la ligne de Deux-Montagnes par phase, en travaillant d'un côté ou l'autre de la voie, afin de limiter le plus possible les interruptions. Les analyses conjointes avec nos experts, avec les partenaires, ont clairement démontré que la sécurité tant des ouvriers et des usagers serait potentiellement compromise. Les espaces sur l'emprise sont restreints et les travaux requis extrêmement majeurs. Par exemple, l'étroitesse du tunnel du Mont-Royal sur ces 5 km est frappant. C'est à cet endroit que 2 des nouvelles connexions avec le métro de Montréal seront construites, dont une à plus de 70 mètres de profondeur, soit l'équivalent de 20 étages sous terre. Aujourd'hui, les travaux lancés dans certains secteurs, comme Ville-Mont-Royal et Canora, nous démontrent également la grande difficulté et la grande complexité d'opérer en voie simple. L'intensification de nos activités de construction dans les prochains mois nous force à procéder à la fermeture complète de différents tronçons en 2 grandes étapes. Premièrement, janvier 2020 pour le segment entre la gare centrale et la gare du Ruisseau, et finalement au mois de juillet 2021 pour le reste de la ligne jusqu'à la gare de Montagne. Ce calendrier de fermeture permettra de réaliser rapidement le REM. Dès 2021, avec l'antenne de la Rive-Sud qui sera mise en fonction. Au début 2022, avec le tronçon central entre la station du Ruisseau et la gare centrale. Puis en 2023, avec l'antenne de l'ouest de l'île jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue, avec l'aéroport et également la ligne de Montagne. Pour passer à travers ce calendrier de réalisation extrêmement accéléré, il est essentiel de maintenir en tout temps une offre de transport collectif fiable et compétitive au déplacement en automobile. Il était et il sera de notre devoir de déployer tous les efforts pour la mise en place de solutions spécifiques pour tous les secteurs concernés. Aujourd'hui, mes collègues ont démontré que de telles solutions sont proposées. Et je tiens à souligner la mobilisation sous l'égide du gouvernement du Québec et le leadership de la RTM, des experts du bureau de projet REM et surtout tous les experts dans les sociétés de transport, la livraison de ces solutions. C'est une mobilisation sans précédent qui a permis d'unir tous les partenaires pour une même cause,
créer un tout nouveau réseau de transport transitoire en moins d'1 an. Mais le travail ne doit pas se limiter à des mesures en transport collectif. Nous devons faire front commun pour renforcer notre résilience collective. C'est pourquoi nous souhaitons également entamer très prochainement avec le gouvernement du Québec une démarche auprès des grands employeurs, les institutions, afin d'identifier, étudier et déployer différentes solutions hors transport pour faire face à ce défi important. Pour conclure, j'aimerais m'adresser aux usagères et usagers du transport collectif, qu'ils soient de la rive sud ainsi que des lignes de montagne et Mascouche. Bâtir le REM représente un défi collectif colossal. Depuis maintenant 3 ans, nos équipes ne ménagent aucun effort pour doter la région métropolitaine d'un nouveau réseau de transport structurant et porteur. Nous sommes très conscients que vous êtes au cœur de ce défi. Dans les prochaines années, votre vie sera affectée et votre quotidien sera impacté. Dans les derniers mois, vous avez été nombreux à nous faire part de vos inquiétudes, de vos préoccupations. Elles sont tout à fait légitimes. Et nous devons porter une attention particulière à chacune d'entre elles. Aujourd'hui, un premier pas est effectué pour vous proposer des solutions pour vous et vos familles. Mais le travail ne s'arrête pas là. Toute la communauté métropolitaine est réunie à vos côtés et la rencontre d'aujourd'hui en est un témoignage. Les prochains mois seront déterminants et soyez assurés que nous serons présents sur le terrain, à votre rencontre et à votre écoute, présents lors des rencontres d'information pour poursuivre l'échange et le partage de l'information, présents sur les plateformes numériques pour répondre à vos questions et écouter vos préoccupations, mais surtout présents avec nos experts pour continuer à optimiser et déployer chacune des solutions proposées. Le REM est un projet d'une grande envergure, le projet d'une génération. Il ne peut se faire que collectivement. Merci.